Alors, tout d'abord, bonjour, et vous avez toute mon admiration et ma solidarité. C'est pas évident de consacrer des fins de semaine entières à travailler fort dans un pareil climat de morosité entretenue. Et c'est tout à votre honneur. Et j'espère que vous sortirez de ces délibérations plus motivés et surtout plus déterminés que jamais. Je vous ai apporté, il y en a des exemplaires, quelques nouvelles fraîches. C'est la dernière parution des Cahiers de lecture, qui est un magazine que j'ai fondé il y a quelques années et qui est le seul à couvrir l'actualité éditoriale dans les essais au Québec. Alors, j'en ai malheureusement pas pour tout le monde, mais ceux que ça intéresse particulièrement, là, toutes ces copies sont à donner. Alors, tout d'abord, je voudrais bien préciser que je m'adresse à vous en tant que militant. En tant que militant, c'est-à-dire en tant que partageant avec vous la conviction que, quelles que soient les contraintes qui s'exercent sur notre peuple, nous pouvons transformer le monde. Nous avons choisi l'action, et choisir l'action dans un contexte comme le nôtre, c'est autant un acte positif qu'un acte de rejet. Choisir l'action, c'est rejeter l'activisme, c'est rejeter les illusions de s'épivarder et de se lancer à tort et à travers dans toutes sortes de directions. Choisir l'action, c'est d'abord, comme militant, bien comprendre la difficulté que représente cette conciliation toujours à refaire entre l'échelle temporelle de nos vies et celle de l'histoire. Être militant, c'est toujours situer son action dans une perspective historique. Ça aide à persévérer et ça aide surtout à tempérer ses impatiences. Et c'est en ce sens-là qu'il faut se rappeler régulièrement ce terrible constat qu'avait fait Gaston Miron au lendemain du référendum volé de 1995. Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. C'est cette conviction et cette confiance en l'avenir qui repose sur, à la fois, une compréhension claire de ce qui nous a conduits jusqu'ici. Nous ne sommes pas nés de la cuisse de Jupiter, nous ne sommes pas nés d'hier, nous sommes, en tant que militants, les héritiers de 400 ans d'efforts pour projeter en terre d'Amérique une certaine vision de l'humanité. Nous ne sommes pas nés pour un petit pain et nous ne sommes pas nés pour entrer dans le concert des nations par la porte en arrière. Nous avons un projet de civilisation à proposer au monde entier. Sans vantardise exagérée, mais sans fausse modestie. Ce qui s'est construit ici mérite d'être proposé à l'humanité tout entière. Et s'il le mérite, c'est parce que l'espérance projetée d'une génération sur l'autre a fini par proposer une vision qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. S'inscrire dans l'action historique, c'est aussi bien comprendre qu'il faut agir avec rigueur et avec méthode. Il faut être capable d'aller au-delà du tourbillon des jours, au-delà de la frénésie de l'actualité, pour bien comprendre où nous conduisent les analyses que nous pouvons porter sur notre condition. Et il faut une vision claire des choses pour soumettre nos pratiques à l'épreuve des faits et non pas de la rhétorique. Se soumettre à l'épreuve des faits, c'est aussi bien comprendre que dans ce qui fait une conjoncture, nous avons toujours à faire la différence entre ce qui relève de l'anecdote
et ce qui nous renvoie à la structure des rapports de force dans lesquels nous agissons. Puisque nous agissons dans un champ de force, le politique est par définition structuré par des forces qui véhiculent des intérêts, et c'est la compréhension fine du jeu de ces forces qui détermine le succès de notre action. Bien lire la conjoncture, c'est donc le prérequis. Et nous sommes dans un contexte inédit depuis l'acte d'union de 1840. Il faut bien comprendre que jamais depuis cette période, le Canada n'a si systématiquement, si explicitement et si énergiquement déployé des mesures d'oblitération de notre peuple. Le Canada considère avoir réglé la question du Québec. Non seulement l'a-t-il réglé, mais il est fermement résolu à réduire notre présence et les échos de nos volontés aux seules dimensions du folklore. C'est un constat tragique que nous devons mettre sur la table parce que ce Canada, il est aussi déterminé à mobiliser les moyens de l'État canadien pour tirer profit d'une situation qui aligne particulièrement bien les planètes dans sa faveur. Le gouvernement libéral et, grosso modo, les fédéralistes au Québec sont devenus des inconditionnels du Canada. C'est-à-dire qu'ils ont endossé non seulement l'ordre constitutionnel, mais avalisé le coup d'État qui lui a donné naissance. La médiocrité du gouvernement Couillard et globalement la pénible médiocrité de l'ensemble des élites fédéralistes sont à elles seules l'illustration de la terrible détérioration folklorisante de notre société. L'affligeante médiocrité que nous déploie le ministre de l'Éducation ne peut pas être autre chose qu'une illustration du destin de République de banane qu'on nous annonce et nous prépare le régime. C'est affligeant et c'est un peu terrorisant de penser que c'est sur le bord d'être la norme que sont prêts à avaliser les inconditionnels du Canada. Il faut bien comprendre que dans le réalignement des forces, depuis le référendum de 1995, le régime a placé l'ensemble de la société québécoise, et pas seulement les partis politiques, dans une dynamique régressive. Il a réussi à faire perdre l'initiative, non seulement aux forces indépendantistes, mais à l'ensemble des forces progressistes de la société québécoise. En raison, il faut se l'avouer, d'erreurs stratégiques graves qui lui ont facilité la vie. On ne reviendra pas ici sur le triste et pénible épisode de Lucien Bouchard, qui, avec une poignée de velléitaires, ont littéralement gaspillé la conjoncture de 96-97, au moment où l'État canadien lui-même était convaincu que les indépendantistes étaient capables de la jouer pour gagner. D'autre part, si ces erreurs stratégiques lui ont facilité la chose, il faut aussi considérer que l'État canadien a, suite à cette grande frousse que nous leur avons infligée à l'ensemble des partis politiques du Canada, l'État canadien, donc, a choisi et a carte blanche pour déployer des moyens faramineux pour que ça ne se reproduise plus jamais. On connaît tous le plan B.
Et c'est important de se rappeler qu'il continue de se déployer. Le plan B, grosso modo, c'était, bien sûr, dans sa partie la plus visible, l'enfermement juridique. Le Clarity Bill, le renvoi à la Cour suprême et toutes les inepties qui ont convaincu Stéphane Dion qu'il était un grand penseur politique. Mais c'est aussi et surtout une manœuvre planifiée et délibérée de déstabilisation des finances publiques du Québec. N'oubliez pas que le sinistre Marcel Massé avait dit « Nous allons les mettre à genoux, ils sauront d'où vient l'argent. » Lui-même oubliant que l'argent vient de nos poches. Cette déstabilisation financière, nous en avons maintenant le pénible et triste spectacle. Le troisième volet, qui est moins bien perçu et qui pourtant est sans doute un doute celui qui, avec la déstabilisation financière, fait le plus de ravages, c'est la guerre psychologique. Ce qui a été déployé par Patrimoine Canada et les inepties de chez Lacops n'est que la partie émergée du iceberg. Il y a des pratiques soutenues par la mobilisation non seulement de l'ensemble de l'État canadien, mais par des initiatives qui concertent l'élite canadienne, visant à, littéralement, dissoudre la culture québécoise et surtout sa capacité porteuse. On a résumé les initiatives récentes de Stephen Harper sous l'expression de « nation building ». C'est vrai, la riposte canadienne a été de raffermir l'unité canadienne et de réaffirmer qu'il n'y a qu'un seul peuple au Canada. Un seul peuple au Canada, mais une nation québécoise insignifiante dans un Canada uni. Mais ce nation building n'est pas seulement et pas surtout dérivé contre les manœuvres de contention de la montée de la culture et du combat indépendantiste. Ce nation building, il s'accompagne d'une reconversion majeure de ce qu'est et de ce que veut devenir le Canada, qui, en une vingtaine d'années, est devenu un pétro-État. Le Canada, des sables bitumineux et de l'extraction des ressources naturelles, le Canada a choisi de se transformer en État extractiviste, misant à fond de train sur l'exportation des ressources naturelles, à la fois pour générer d'importants revenus à Ottawa, mais également aussi pour réorienter la place de l'économie du Canada dans le monde développé. Le Canada s'est déployé et cherche à se déployer davantage comme un pourvoyeur de ressources pour le monde développé. Cette construction du pétro-État va avoir comme conséquence de déplacer le centre de gravité des réseaux d'influence du centre vers l'ouest, c'est un lieu commun, mais il va aussi donner des paramètres relativement précis à l'orientation du nation building en ce qui concerne le Québec. Je pourrais vous faire la même démonstration pour ce qui concerne le Canada, mais on va commencer par s'occuper de nos affaires. Le nation building, pour assurer le succès du pétro-État canadien, vise à créer une cohésion forte autour des
d'une redéfinition des symboles nationaux du Canada et, à terme, de l'identité canadienne. Aussi va-t-il frapper dans 3 directions à l'endroit du Québec. D'abord, en déployant une politique agressive, comme disent les Anglais, de brouillage des repères symboliques. Ottawa vise à occuper, comme disait le poète Pierre Perrault, le territoire de l'âme. Il vise essentiellement à rendre plus difficile et confuse la représentation de soi que peuvent avoir les Québécois. Ça suppose une politique systématique de multiculturalisme et ça suppose une banalisation de l'identité québécoise. Au premier rang des instruments pour le faire, bien sûr, le discours officiel de l'État canadien et l'ensemble de ses moyens, qu'il s'agisse du ministère des Affaires étrangères, qu'il s'agisse de Patrimoine Canada, de tous les autres ministères qui sont mobilisés pour neutraliser l'expression spécifique de l'identité québécoise et, bien entendu, au travers cette doctrine officielle du multiculturalisme, Radio-Canada. Radio-Canada, dont la fonction première est de nous dissoudre et de nous banaliser, quels que soient les épanchements sur les compressions budgétaires qu'on y fait. À Radio-Canada, nous sommes toujours une minorité et nous sommes plus que jamais des francophones. Si on faisait le répertoire des périphrases utilisées pour ne pas nommer la culture québécoise dans ces médias-là, on en aurait pour des heures. Il n'y en a que pour la culture d'ici, que pour les arts d'ici, que pour tous les d'ici de la terre, pour ne pas être québécois. Et bien récemment, on utilise plutôt le substantif montréalais. Ça fait plus urbain et ça permet de laisser entendre que les Québécois, c'est les ploucs de l'arrière-pays. Ce brouillage des repères symboliques, il va contribuer pour beaucoup à placer l'affirmation de la culture québécoise devant un mur de rhétorique qui est construit par une savante instrumentalisation de l'ensemble des médias. Puisque la fonction première de Radio-Canada, c'est d'établir les catégories conceptuelles du récit médiatique. Et c'est par rapport à ces catégories-là que le discours se déploie et que nous finissons par être exotiques pour nous-mêmes. Sur le deuxième front, c'est l'usurpation de la mémoire. Nous l'avons vu avec le 400e anniversaire de Québec, où tout à coup, Champlain devenait le fondateur du Canada. Nous l'avons vu plus récemment avec l'épisode pathétique de la campagne de propagande sur la guerre de 1812. Mais nous allons le voir d'une manière déchaînée à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal. Déjà, on le sait que c'est condamné à la médiocrité, c'est présidé par le baron de la rigolade, qui ne rate jamais une occasion de dire que Montréal n'est pas une métropole française, que Montréal n'est pas la métropole du Québec, mais quelque chose comme une forme bâtarde, bilingue et multiculturelle. On va également subir, avec le 150e anniversaire de 1867, une véritable tempête de rhétorique qui est commencée autour, là, vous l'avez vu, des activités à Québec, la conférence nous faisant passer Georges-Étienne Cartier pour quelqu'un qui avait vraiment à cœur l'intérêt de son peuple. Et on va donc subir, au cours des prochaines années, un véritable déluge.
qui a son efficacité. Nous devons en prendre acte. Troisième front sur lequel va se déployer et qui est celui sur lequel vont se nouer les objectifs stratégiques, c'est de tout mettre en œuvre pour briser la cohésion nationale. Il faut réussir à casser le ressort de cette société. Il faut réussir à compromettre sa capacité d'exprimer que le Québec a des intérêts propres. Vous comprendrez que les alliés objectifs dans ces circonstances, ce sont les libéraux au pouvoir à Québec. Quand notre premier ministre est assez humiliant pour nous dire que nous sommes un peuple d'assistés qui se payent des programmes sociaux parce que le fédéral nous envoie de la péréquation, vous comprendrez qu'ils emmènent large sur la patinoire. Parce que non seulement c'est faux, parce qu'il ne comprend rien de la façon dont fonctionne la péréquation, elle l'entend, voilà. Il n'y a pas de lien entre les programmes sociaux et la péréquation. Et d'autre part, on sait très bien que l'argent qui revient d'Ottawa n'a fait qu'un détour au sortir de nos poches. Nous ne quêtons rien. Et ce n'est pas parce que le système joue selon ses propres règles que nous devrions nous en sentir coupables. Mais surtout, la raison pour laquelle il faut casser la capacité de cohésion nationale du Québec, c'est que nous sommes l'obstacle majeur à la création du pétro-État. Nous occupons une position névralgique pour sortir le pétrole. Et, évidemment, on va nous rappeler à satiété que nous ne contrôlons rien de ce qui fait l'accès à notre territoire. TransCanada Pipeline est venu le dire en pleine commission parlementaire, causer toujours mes lapins, la décision se prend à Ottawa. Casser notre capacité de cohésion nationale autour d'enjeux comme celui du pétrole, c'est, bien sûr, la question du pipeline, c'est la question des chemins de fer, c'est la question du transport autoroutier et c'est bien entendu aussi la question du pont Champlain. Toutes ces infrastructures et ces enjeux autour de ces infrastructures-là nous renvoient à cette réalité brutale. Nous sommes dans leur chemin. Et il y a une alliance objective entre le grand capital et l'État canadien pour tout mettre en œuvre pour que nous ne puissions faire valoir nos intérêts nationaux. C'est le contexte. Nous n'avons pas à nous conter d'histoire. Ça ne roule pas pour nous. Il se dresse en avant des batailles considérables. Et pour mener ces batailles, nous avons à considérer que depuis déjà trop longtemps, les indépendantistes sont sur la défensive. Les indépendantistes sont dispersés. Un grand nombre sont découragés. Découragés de la conjoncture, mais plus souvent qu'autrement, découragés du spectacle que leur offrent des élites velléitaires, incapables de dire qu'il fait beau par temps clair. Il faut d'abord... C'est exaspérant, mais nous devons comprendre, si on se situe dans une perspective historique, nous devons comprendre que cette mollasserie, c'est un effet de la domination. C'est exaspérant, mais il ne faut pas leur en vouloir. Nous les comprenons. Mais ce n'est pas parce que nous les comprenons que nous allons les endurer. Alors, il faut bien comprendre que ces élites velléitaires
qu'on retrouve, bien entendu, massivement chez les inconditionnels du Canada, on les retrouve aussi chez de trop nombreux indépendantistes ou souverainistes de la FESCO. Et la raison pour laquelle on peut en retrouver comme ça un peu partout dans la société québécoise, c'est parce que la psychologie de la nation annexée repose sur un mécanisme de réduction constante de ses intérêts. Ce mécanisme, je l'ai appelé l'éternelle minimisation des pertes. Pour la psychologie du minoritaire, rien n'est jamais trop grave. Toute exaction est toujours à mettre en balance. Il y a toujours moyen de moyenner et c'est jamais aussi pire que ça aurait pu être. On l'a entendu toute la semaine dans les lignes ouvertes, les gens qui disaient « Vous vous énervez avec le prix des garderies, mais c'est bien plus cher ailleurs! » Comme si la comparaison était en elle-même un argument. On peut toujours s'accommoder du régime. Ça permet de temporiser, ça permet de reporter au calendrier grec la réalisation de nos objectifs, ça permet d'endurer le Canada, puis de se dire qu'après tout, c'est pas une boulade, comme disait, hélas, René Lévesque. C'est le paroxysme de la minimisation des pertes qui explique l'effondrement du pays. Et ça aura été ces élections. Si on se place d'un point de vue indépendantiste, intransigeant, ça aurait été un choc salutaire. Un choc salutaire parce que il aura mis fin, à toutes fins utiles, à l'imposture du bon gouvernement. Il aura mis fin à l'imposture de l'étapisme. Le résultat a eu comme un effet de spectacularisation d'une évidence que quelques-uns avaient vue depuis très longtemps. Ça a déchiré les rideaux du temple. Ça devenait comme évident que la logique provinciale du bon gouvernement ne peut pas conduire à l'indépendance parce que précisément la province est un carcan. Bien gouverner la province, c'est s'accommoder des moyens que le Canada nous laisse. Et en conséquence, il devient évident maintenant qu'on ne peut plus continuer de dire qu'on va solliciter un mandat pour bien gouverner la province. Ça laisse au vécu de gros devoirs et des pirouettes que plusieurs auront sans aucun doute de la difficulté à faire. Mais c'est leur problème. Pour les indépendantistes, il faut bien comprendre que cet électrochoc, non seulement il dégage le paysage politique et il force une redéfinition, mais ça nous met en garde contre une erreur stratégique grave, qui serait celle de penser que l'indépendantisme est dans une impasse. C'est un thème récurrent. J'ai arrêté de compter le nombre de titres, de textes, de livres et d'articles qui, à chaque fois que nous subissons un revers grave, reprennent le thème. On le trouvait même dans les années 70. Un des livres célèbres d'interprétation de la crise d'octobre, hein, c'est Octobre 70, l'impasse. Mais là, écoutez,
on ne peut pas toujours aller d'impasse en impasse pour accéder à l'avenue royale de l'indépendance. C'est une façon de se voir qui est essentiellement se voir dans les yeux des autres. C'est une posture victimaire que de s'imaginer que nous sommes dans une impasse. C'est en fait une posture qui est parfaitement congruente avec l'idée que se font de nos adversaires, à toutes les fois qu'ils remportent une victoire, ils nous donnent pour morts. La logique victimaire, c'est de dire non, 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 nous ne sommes pas morts, regardez, on gigote encore, il y en a 3 dans un coin. Cette façon de concevoir le combat politique est non seulement mièvre, okay, elle est toxique, parce qu'elle nous conduit tout droit dans des réflexes strictement défensifs. Or, quand on subit de durs revers, notre tâche première, c'est de réunir les conditions pour reprendre l'initiative. Yes! Le discours de l'impasse débouche fatalement sur les réflexes d'insécurité. Nous n'avons pas à répondre à l'injonction que nous font nos adversaires de prouver que nous existons. Nous sommes, et nos actions feront la preuve que nous sommes. Nous ne sommes pas terrorisés par la peur, surtout pas par la peur de disparaître. Nous choisissons de faire primer la ligne du risque sur celle de l'insécurité. C'est vrai, si nous concevons le combat politique comme un combat, nous devons reconnaître que c'est vrai, nous pouvons nous faire mal. C'est vrai, nous pouvons prendre des coups. Nous pouvons même disparaître. Il arrive que des peuples disparaissent. Mais notre action, justement, est celle de poser dans la pleine confiance de nos moyens que nous visons l'émancipation, pas la survivance, pas la vie agonique dont parlait Gaston Miron. Nous avons subi des revers. Il faudrait être naïf et malhonnête pour ne pas le reconnaître. Notre travail, c'est d'en tirer les leçons et de nous réorganiser. De nous réorganiser en comprenant bien, c'était pourtant évident pour beaucoup de gens qui sont un peu familiers avec les manuels de stratégie, à les entendre, ils se sont gargarisés là-dessus pendant 20 ans, les élites souverainistes. L'essentiel des dégâts, quand on perd une bataille, c'est quand on n'a pas de plan de repli. C'est exactement ce qui nous est arrivé en 1995. En fait, le discours de Jacques Parizeau devant Destination, il y a 2 ou 3 semaines, est parfaitement fondé. Parizeau a raison. Nous sommes devant un champ de ruines. Le PQ, dans son état actuel, ne peut mener la charge contre rien et contre personne. S'il a un avenir, ben, on verra s'il est capable de réussir sa campagne au leadership. On peut lui souhaiter bonne chance, nous avons besoin de toutes nos forces. Mais si Parizeau a raison quant à l'état des forces, à leur éparpillement et à la nécessaire réunification qu'il faudra réaliser si nous voulons faire l'indépendance, il faut aussi prendre en compte le cri de ce grand poète des années 50, Roland Giguère, qui dit, dans un poème extraordinaire, « Le défaut des ruines est d'avoir des habitants. » Nous sommes devant un champ de ruines, mais nous sommes là. Nous sommes encore là, et
c'est notre principal atout. Nous pouvons et nous devons prendre acte de l'état des forces et comprendre que nous n'avons pas à souscrire aux programmes et aux manœuvres de régression qu'on va nous infliger. Ce que les Québécois vont découvrir, ils ont commencé de le faire là, au cours des 2 dernières semaines, ce que les Québécois vont commencer de découvrir, c'est qu'on ne régresse pas dans le confort. La régression nationale va être souffrante. Et si ça ne se fait pas sans douleur, ça ne se combattra pas sans effort. Il faut bien comprendre que le gouvernement Couillard, c'est le gouvernement de la démission nationale. C'est un gouvernement qui souscrit activement à la normalisation canadienne. Les adeptes du tout au marché, là, qui mènent le bal à l'intérieur de ce gouvernement, frappent notre outil le plus puissant. Il y a une alliance objective entre une idéologie, le néolibéralisme, et le projet politique canadien. Quand on dit qu'il y a trop d'États, curieusement, c'est toujours l'État québécois qui est trop. Bien, s'il y a trop d'États, c'est parce qu'il y a trop d'États canadiens dans notre affaire. Et c'est ce qu'il faut redire, parce que, essentiellement, la politique de démantèlement que conduit ce gouvernement, c'est la politique de l'accommodement final avec la soumission à une majorité qui n'a que faire de ce que nous sommes et de ce à quoi nous aspirons. C'est une médiocrité pourrissante et humiliante qu'on nous propose. On nous en donne le spectacle, mais là, on va nous la faire subir d'une façon directe et quotidienne. Le saccage des institutions publiques tient essentiellement à une idée. Vaut mieux faire payer aux Québécois eux-mêmes le poids des contraintes plutôt que d'affronter Ottawa. Or, nous savons, et les chiffres là-dessus sont cruels, nous savons que le principal facteur de déstabilisation des finances publiques du Québec, c'est la réduction unilatérale des paiements de transfert. Les Québécois ne sont pas des gaspilleurs, et même si on peut toujours trouver matière à s'améliorer dans la gestion des finances publiques, à commencer par sortir la mafia de là, nous n'avons pas perdu le contrôle sur les dépenses. Le problème du gouvernement du Québec est un problème de revenus. Et le problème des revenus, c'est la décision d'Ottawa. On peut épiloguer longtemps, je donnerai un seul exemple. Quand on met en place l'assurance maladie, la contribution fédérale au financement est de 50 %. Cette année, elle est à 14 %. Alors, on pourra faire les réformes de structure qu'on voudra, ça ne modifiera pas ce rapport de force quant à l'utilisation des ressources. Alors, il y aura, et c'est commencé, un immense vent de colère qu'on peut faire lever. Il faut faire lever cette colère et la canaliser. Si nous ne la canalisons pas, elle va se tourner en impuissance. Et l'impuissance rageuse, ça crée des conditions facilitantes pour notre minorisation définitive. La morosité actuelle est à la fois un résultat de cette politique et un instrument. Saper la confiance des Québécois dans leur État, miner la crédibilité de nos institutions, ça fait partie des conditions de succès de cette politique. Et il faut donc
réaffirmer haut et fort que non seulement nous sommes capables, mais qu'on ne les laissera pas faire. On va, pour ce faire, au cours des 3 ou 4 prochaines années, avoir un gros travail pour canaliser cette colère et en tirer tout le potentiel de mobilisation. En tirer le potentiel de mobilisation, ça ne pourra se faire que si nous sommes capables de faire partager à l'ensemble de nos concitoyens une lecture commune de ce qui est en train de se passer. Ça va être difficile parce que tout est en place pour brouiller cette lecture commune. L'épisode de cette semaine sur le plan de com de TransCanada Pipeline, c'est un exemple. Il y en a des dizaines comme ça qui ne sont pas coulés dans les journaux et qui convergent. Et il y a une campagne systématique d'instrumentalisation des médias pour essentiellement soutenir et encourager l'autodénigrement. Le Québec bashing est relayé de façon constante dans l'espace médiatique. Il ne se passe pas une semaine sans que la presse nous écœure avec un palmarès où on est encore une bande de ploucs, on est des losers finis, on est toujours derrière le 48e arriéré de l'Ohio State University. Il n'y a rien, il n'y a rien qui est à l'abri de ces mesures qui, essentiellement, sous couvert de nous inciter à nous améliorer, ne servent qu'à dénigrer nos réalisations, ne servent qu'à dénigrer nos capacités. Et cet autodénigrement, il n'est nulle part plus insidieux et plus toxique que dans le combat pour la langue française. Il faut entendre ces rigolos qui font plus rire grand monde dénigrer le combat pour la langue française. Il faut voir que chaque jour, maintenant, il y a des fins finaux, là, des bonimenteurs, de blogueurs, de commentateurs de tout un cabis, qui sont les disciples de Lucien Bouchard et qui ont désormais pour mission de nous convaincre que le combat pour la langue est un combat d'arrière-garde. Or, évidemment, le combat pour la langue et le statut de la langue dans le combat pour l'indépendance du Québec, c'est le canari dans la mine. On ne fera pas l'indépendance pour parler bilingue. Ça n'existe pas, les peuples bilingues. Il n'y en a aucun sur la planète et nous ne serons pas le premier. Il faut donc une lecture commune, mais une lecture qui va servir à construire la convergence des forces pour que, éventuellement, nous ayons une vraie coalition. Mais cette lecture commune, elle doit se faire sur la nécessité de l'indépendance, pas dans la discussion sur les moyens techniques de refinancer le programme des garderies. Cela dit, il y a quand même des limites à ne pas mettre les choses ensemble. Là. Ce qui manque pour financer le programme de garderie, c'est ce que nous avons donné en trop en construisant le deuxième CHUM. Hein? Le CUSUM, là, il est là. Bon. Essentiellement, donc, une lecture commune qui va se faire autour de la nécessité de l'indépendance et qui va bien faire comprendre à nos concitoyens que la politique d'austérité, c'est un faux fuyant. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas redresser les finances publiques. Ce qu'il faut faire, c'est redonner au Québec un budget national. Bravo! Il faut donc mener le combat en réunissant ce que le régime sépare. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un millionième argumentaire. Ce n'est pas d'en parler plus.
ce que nous avons besoin, c'est d'une doctrine de l'intérêt national pour que les Québécois comprennent où il se trouve et où il est camouflé, en quoi et comment il est mal servi par les conditions que nous impose le régime. C'est ce dont nous avons besoin. Alors, une doctrine, en gros, c'est un corps de propositions, c'est un ensemble de propositions dont la cohérence nous permet de dessiner les contours de ce qui est nécessaire à l'épanouissement de la nation et à la poursuite de ses ambitions. Une doctrine, c'est un moyen de faire voir et de faire comprendre. Et là, ça suppose une représentation de soi et une compréhension de notre réalité avec nos propres outils. Ça suppose, par exemple, qu'on va faire comprendre aux gens que si nous avons perdu, au cours des 15 dernières années, 190 000 emplois au Québec, okay, c'est en raison du mal hollandais. C'est en raison de la situation particulière où le dollar canadien est dopé par les prix du pétrole et que cette devise forte déstabilise l'économie du Québec, qui est une économie d'exportation. Alors là, il faut bien comprendre que le mal hollandais marche dans les deux sens. Quand le dollar est fort ou quand le dollar est faible, il produit ces deux effets. De la même façon, il faut faire comprendre que la bataille pour les frais de scolarité n'est pas une bataille de gestion provinciale. La bataille pour les frais de scolarité, elle est essentiellement induite par le fait que le gouvernement fédéral a retiré près de 700 millions dans sa contribution au financement des études supérieures. Il faut donc, chaque fois, réunir ce que le régime sépare. Bien comprendre que si les villages de la Gaspésie ont des quais en démanche, que ce n'est pas en faisant des quêtes auprès des touristes tous les étés qu'on va régler le problème. Les quais ont été dévolus. Le fédéral s'est retiré de ça. Les Gaspésiens les payent deux fois. Ils ont payé une fois que leurs impôts pour les construire, et là, ils les payent à faisant des bingos pour essayer de les rafistoler. De la même façon, le pont Champlain est à la fois un monument à notre impuissance et la preuve que si nous ne contrôlons pas nos infrastructures, nous sommes condamnés au mal développement. On pourrait continuer comme ça. Tous les aspects de la vie sont déterminés par les conditions du régime. Dernier exemple en date, la faillite de la courte échelle. La Constitution, ça ne sert à rien. Ce n'est pas des vraies affaires, ça ne rejoint personne. Il a fallu aux écrivains près de 15 ans de lutte pour réussir à imposer le contrat-type à l'industrie de l'édition. Et là, la faillite d'un des gros, en fait le navire amiral de l'édition en matière de littérature jeunesse, a révélé que les Québécois peuvent toujours causer. La loi fédérale a préséance, si bien que pendant que tout le monde s'imaginait à l'abri avec le contrat de l'Union des écrivains, ben, les auteurs se sont fait dire que les banques allaient passer en premier, parce que les écrivains, les auteurs, étaient des créanciers ordinaires au terme de la loi fédérale sur les faillites. Ça ne sert à rien, la Constitution. Hein? Même dans des éléments aussi pointus que ceux-là, c'est pas vrai. Nous sommes à la merci de lois sur lesquelles nous n'avons pas de prise. C'est ce qu'il faut réussir à faire comprendre à nos concitoyens. Au moment où nous nous parlons ce matin, Lucienne Robillard, qui va toucher 1 million pour nous tenir un discours d'austérité,
est en train de dire que les municipalités vont devoir subir d'importantes compressions. 300 millions ou 400 millions. C'est même pas le quart de ce que coûte une frégate que le gouvernement fédéral a décidé de faire construire à Halifax ou à Vancouver. Toutes les fois que nous fonctionnons en raisonnant sur le budget de la province de Québec, nous donnons un chèque en blanc au gouvernement d'Ottawa. Alors, de grâce, espérons que des élus péquistes ou de Québec solidaire à l'Assemblée nationale vont arrêter de nous casser les pieds à critiquer le budget à l'intérieur des schémas de compétences de la province de Québec. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. C'est contraire à nos intérêts. Contraire à notre intérêt national élémentaire. Mais là, cette simple mesure d'intervenir dans l'Assemblée nationale en touchant aux compétences fédérales, je vous assure, il y a la moitié du caucus qui en tremble. Ce n'est pas dans notre champ de juridiction, on ne va pas faire une chicane, non. Ben, si on ne fait pas de chicane, on ne fera certainement pas d'indépendance, parce que la solution la moins chicanière, c'est que nous disparaissions sans douleur et sans un mot. Il faut rapidement s'attaquer à la discussion publique d'un corps de doctrine. Il nous faut véritablement ramener nos concitoyens sur, non pas un projet de société, non pas un programme hyper détaillé allant jusqu'au symbole aviaire, un corps de proposition qui nous permet de dire si nous avons le contrôle sur le territoire, sur les infrastructures, etc., voilà ce qui nous donnera les moyens de développer la nation. Sans une doctrine nationale, sans une doctrine de l'intérêt national, il n'y aura pas de convergence possible. Parce que les différences idéologiques entre les partis vont toujours servir d'irritant. Il faut donc arriver à un socle commun pour que l'union sacrée se produise. Et un combat politique ne se mène pas par des incantations. C'est pas parce qu'on va avoir le mot indépendance à la bouche à toutes les deux phrases que nous allons avancer d'un pouce. Un combat politique se mène par une politique, par des gestes. Les péquistes n'ont jamais compris ça. C'est une doctrine nationale, donc, qui va nous permettre de faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens que les considérations stratégiques ne sont pas une fin en elles-mêmes, mais qu'elles servent plutôt à nous rapprocher de la meilleure manière de changer la vie. L'exemple catalan récent le montre bien. Il faut que les indépendantistes soient partout. Il faut que les indépendantistes fassent une lecture indépendantiste de la réalité de tous les milieux où ils se trouvent. C'est ce qu'on appelle la montée de la société civile. Les Québécois avaient commencé ça dans les années 50 et jusqu'au milieu des années 70. Le combat pour l'indépendance, c'était celui de livrer partout cette lecture de notre intérêt. Nous avons délaissé cette méthode. Ça a été une erreur stratégique grave. Les Catalans nous montrent que non seulement c'est une voie fructueuse, mais que ça peut être aussi une voie rapide. En quelques années, nous pouvons canaliser la colère qui monte, en faire une force
de mobilisation importante et penser que au prochain scrutin, nous pourrons véritablement nous approcher d'une politique d'indépendance et que nous serons capables de la réussir. Parce que, il faut le redire, au cas où il y en a qui ne l'auraient pas compris, et il faut le redire pour ceux qui pourraient encore en douter, notre peuple, depuis 400 ans, a démontré une grande capacité de courage devant l'adversité. Ce qu'il faut maintenant démontrer, c'est que nous aurons autant de courage pour le dépassement. Merci beaucoup.